Je m'appelle Alex, je suis français, j'habite à Bali depuis 12 ans. Avant j'étais 5 ans au Laos et 6 ans en Inde. La transformation, c'est plusieurs mots qu'on pourrait mettre dedans. Il y en a, le premier c'est acceptation. On entend souvent transformation par changement. Je pense que pour moi c'est une erreur. Je pense qu'on est parfait, juste qu'on a vécu un certain nombre de choses et qu'on s'est adapté à notre environnement. On a développé des habitudes, des façons de fonctionner pour juste vivre, survivre parfois et vivre. Et souvent on juge nos habitudes, on juge nos fonctionnements. Je pense que la plupart des gens, ils vivent pas leur vie, ils vivent la vie qui a été programmée. Alors ils vont dire mes parents étaient comme ça, les Français sont comme ça. Ils sont pas forcément heureux, ils sont pas forcément apaisés. Et ils courent. Alors il dit qu'il y a deux façons de rendre quelqu'un malheureux, c'est de ne pas lui donner ce qu'il veut et de lui donner ce qu'il veut. Alors du coup, t'imagines, tu passes ta vie avec quelqu'un et t'es jamais toi-même. Et tu peux faire ça toute ta vie avec tes enfants, avec ta partenaire, avec tes employés, avec tes patrons. Mais c'est une vie un peu où tu n'es pas dans ton corps, tu es juste à côté de ton corps. La transformation, c'est vraiment l'amour-propre, c'est l'appréciation de soi, avoir beaucoup d'empathie et de compassion. Et tout d'un coup, se découvrir un amour inconditionnel pour soi-même. La clé pour moi, c'est qu'il faut passer par l'autocentrage pour ensuite pouvoir connecter à l'autre. Alors la plupart des gens ne se sentent pas en sécurité. Ils sont en permanence en protection. Ils vont garder des masques, la carrière, l'ego, la personnalité, tout ce qui va te définir aux yeux de la société. Et en fait, il faut arriver à un état où la personne est prête à déposer les armes. Et ça, la première étape, c'est de créer un espace pour que la personne se sente en sécurité. Et de se dire, ok, ici, on peut m'entendre. La moitié de mon travail, c'est de créer de la sécurité pour les gens. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui est vraiment authentique, qui est vraiment ouvert. Et quand c'est quelqu'un qui est un inconnu, qui te parle de son attrait pour les petits-enfants, qui te raconte les viols, les abus, les moments où ils n'ont pas été en intégrité avec leur corps, avec leurs partenaires, avec leurs enfants, où vraiment ils se livrent complètement. Mais complètement, ça veut dire la part victime de nous, mais aussi la part un peu moins jolie, quoi, qu'on ne met pas forcément toujours en avant sur notre CV. Et quand on est accueilli sans jugement, sans conseil, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la curiosité, on se rend compte, mais waouh, la clé en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand quelqu'un s'ouvre et est complètement honnête et vulnérable, alors que cette personne dans ce moment-là, elle se dit, mais ça y est, je vais être rejeté par le groupe parce que mes pulsions, vont pas être acceptées, et ben à ce moment-là, la personne va vraiment être rencontrée par le groupe. Ben, il donne permission à quelqu'un d'autre de faire la même chose. Et c'est là qu'on rentre dans un espace où, finalement, une fois qu'on atteint cet espace, tout le monde se transforme. Où tout d'un coup on est juste dans le cœur et tous les égos s'effacent. Et là, il y a tout un travail de reprogrammation du cerveau où on va se créer la vie qu'on veut vivre. C'est une vraie libération, mais ça fait très peur aussi, la libération. Il y a une grosse composante de tantra où vraiment, finalement, tu te reconnectes avec ta part féminine et ta part masculine. On a vécu une société très patriarcale où les hommes ne savent plus être hommes, où ils ont honte d'être des hommes. Les femmes, elles sont plus du tout femmes, elles sont complètement dans l'énergie masculine. On n'est pas dans je vais te raconter ma vie et puis tu vas me raconter ta vie, et puis un peu comme ça que les gens vivent, un peu chacun dans leur sillon. Le mouvement, la voix, la respiration, qui est au cœur de mon enseignement, les bains glacés, et les cercles de parole, inspirés des méthodes très traditionnelles partout dans le monde, toute société indigène. Comment est-ce qu'on se soigne? Eh ben, on s'assoit. Et du coup, il y a une espèce d'alignement de vibrations. On fait tous la même chose au même moment. Okay, on fait quelque chose ensemble. Et je crois qu'on a tous envie de ça, on a tous besoin de ça. On le cherche parfois au mauvais endroit, mais la bienveillance, c'est aussi un principe très important de prendre une responsabilité pour soi-même. Tu vois, à Bali, il y a plus de temples que de maisons. Les Balinais, tous les jours, au même moment, se mettent à prier. Ce qui est incroyable avec Bali, c'est que c'est un des endroits les plus touristiques au monde. Et malgré ça, ils arrivent à préserver leur identité culturelle. Ils vivent leurs trucs, ils vivent leurs cérémonies exactement de la même manière.
C'est juste magique. Alors après, Bali est une terre volcanique et du coup tout pousse plus ici et plus vite ici qu'ailleurs. Et les émotions aussi. On est vraiment très connecté au ciel et à la terre, à la mer et au père. Et d'avoir cette connexion très ancrée à la terre, ils sont fermiers, ils sont paysans, on est dans les rizières, au milieu de la cérémonie de Galungan où on accueille les esprits avec des espèces de panjors, des espèces de bambous qui sont en train de faire un espèce de pont aérien et que tu trouves devant toutes les maisons de Bali. Et donc on va passer 10 jours à être en réflexion, en intégration, en appréciation des personnes qui sont plus là, mais aussi des esprits. La nature donne l'accès à la spiritualité et que quand tu observes la beauté d'une feuille, d'un oiseau, d'une rencontre de deux petits animaux sur un coin et que tu restes vraiment connecté à ça, pour moi c'est ça la connexion, ce qui te donne la connexion au sacré. Et ça, ce qui est génial, c'est que c'est accessible à tout le monde. Et Bali est une terre qui appelle. Il y a une espèce mes protocoles sont assez stricts. Et on va faire une petite préparation à la maison, de détox, d'appréciation, voilà, d'introspection. On va commencer le travail un peu avant. Ici, c'est un peu l'électrochoc. Parce que, par exemple, tu n'as pas le droit de donner de conseils. Tu n'as pas le droit de t'occuper des autres. De parler, de donner ton opinion. Ta connaissance n'est pas la bienvenue. Tu t'occupes de toi. Tu ouvres ton cœur parce qu'il n'y a que ça qui intéresse les gens. Et tu donnes le pouvoir aux autres de faire la même chose. Waouh! Et si quelqu'un est tout joyeux tout le temps avec une espèce de besoin de faire des câlins à tout le monde, je dis voilà, toi t'as pas le droit de faire des câlins et t'as pas le droit d'être joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas ça? Voyons, donne-moi 2-3 jours sans ton sourire et sans ta petite danse et sans les câlins. Alors généralement ils sont en colère au début et puis après ils s'écroulent quoi. Après, ils s'écroulent et ils se rendent compte qu'ils ont vécu avec un masque de la joie et de la bonne humeur et que ça, c'est une protection. La transformation, c'est arriver à une espèce d'équilibre, de paix intérieure, où finalement on se dit, je suis peut-être pas si mal là où je suis, au lieu de toujours vivre dans le passé ou dans le futur, dans l'envie d'être différent. Donc il y a un processus d'amour propre et de reconnecter avec son moi profond en réalisant que finalement, tout va bien.